Et de retour pour cette deuxième partie de Need for Football, le podcast consacré à tous les footballs, que ce soit foot amateur, foot féminin, les championnats européens, les gardiens de but, dont ce soir nous en parlons avec nos deux invités. Sachez que vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, ainsi que notre page YouTube. Vous pouvez voir et revoir nos derniers podcasts et tapez simplement Need for Football et vous nous retrouverez. Donc on va enchaîner avec la suite, avec la deuxième partie, l'interview de notre deuxième invité du soir, Michael Bouli, qui va être présenté dans cette interview par Benoît Tartarin. Jingle. Benoît, je te laisse la main sur cette deuxième interview de cette soirée et je vous laisse en tête à tête. Merci William. Alors, avant de commencer l'interview, j'aimerais revenir avec toi, Michael, sur ton parcours de joueur. Donc, tu as joué notamment à Reims, à Rouen, à Choisy-le-Roi. Ensuite, tu as eu 2 expériences en Suisse, à Lausanne et au Servette, avant de revenir terminer ta carrière de joueur à Wassel. Donc, tu as eu une carrière très, très riche. Je pense que quand tu passes d'un bon niveau français à l'élite suisse, il y a un cap, il y a un changement, mais tu as une carrière, je pense, où tu as vécu donc 2 types de football, et en France et en Suisse, 2 manières de s'entraîner et de jouer qui, je pense, sont différentes, mais qui au final ont été très enrichissantes pour toi, puisque tu en as quand même puisé beaucoup d'enseignements dans ce que tu as fait par la suite. Je te coupe juste, j'ai été formé au Racing Club de Lens au niveau de la formation. Au niveau de la formation, et après tu es allé à Reims, c'est ça? Ouais, tout à fait. Après, je suis parti à Dunkerque. T'as fait Dunkerque? Okay. Ouais. Et après, je suis parti. T'es parti à Reims. Ok. Ouais. Merci de m'avoir corrigé. Pour finir à Boulogne-sur-Mer en tant qu'entraîneur joueur. Voilà. Pour la première année à Boulogne. Pour introduire un peu ce que tu fais avec Vincent et comment tu approches ton métier d'une manière générale, ce que j'ai envie de dire, c'est que le football, c'est un sport de passionnés. Donc c'est un sport de passionnés qui, on le voit tous les jours, entraîne des comportements déviants. C'est une conséquence de la passion. Et il est de bon ton de dire c'est très connu dans nos mœurs, de dire qu'en fait le foot c'est un sport d'abruti, voire même un sport de con, et qu'une fois que les acteurs passent la grille du stade, soit ils débranchent leur cerveau, soit ils le laissent dans le vestiaire. Et en fait, toi, dans ton approche au début, quand tu as commencé à entraîner et à appliquer tes méthodes d'entraînement, on a pu te voir comme quelqu'un de déviant, parce que tu n'étais pas dans la norme des entraîneurs. Et en fait, avec le temps, avec tes réussites et tes succès, notamment avec Vincent, tu es en train de la créer, la norme. Et quand on vous voit tous les deux, en fait, vous êtes tout l'inverse de ce qui se dit dans les bonnes mœurs. Le cerveau, vous le branchez doublement quand vous rentrez dans le stade, et vous le branchez doublement ou triplement dans votre travail au quotidien. C'est quelque part votre outil de travail. Donc, moi, pour avoir un peu regardé ce que tu fais, j'ai presque envie de dire qu'avant tout, tu es un profiler avant même d'être un entraîneur. Parce que tu as envie de savoir ce qui se passe dans la tête de tes gardiens pour pouvoir adapter les séances qui leur permettent de progresser, donc en fonction de ce que tu souhaites mettre en avant dans tes séances, à savoir les développements cognitifs, entre autres, et d'autres phases de travail. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ce que je te dis? Alors après, c'est difficile à répondre parce que de toute façon, la vie est faite de rencontres. Donc moi, ma carrière de footballeur a commencé. Je savais très rapidement que je ne serais pas un gardien de Ligue 1 parce que j'avais pas les qualités pour ça. Donc j'ai très vite pensé à mon après-carrière et surtout, moi j'aime apprendre. Alors j'ai arrêté l'école en STAPS. J'ai pas eu la possibilité de pouvoir continuer par rapport aux entraînements, par rapport à ce que le métier nous imposait. Et moi, je suis quelqu'un qui aime apprendre depuis que je suis tout petit. Donc, il y a pas mal de choses qui m'intéressent. Après,
c'est les rencontres, c'est les différentes, comme tu l'as dit, euh, pays dans lesquels où tu évolues, les différents entraîneurs que tu as, la sensibilité aussi que tu as au niveau du football sur le football en général, tous les aspects tactiques, tous les schémas de jeu. Alors, en tant que joueur, j'ai eu la chance de travailler avec des entraîneurs assez reconnus. J'ai eu la chance de côtoyer aussi des gardiens de but qui étaient reconnus. Donc, ils avaient déjà ça dans leur bagage, comment dirais-je, intellectuel. Mais le problème aujourd'hui, c'est que moi, je suis pas tout à fait d'accord avec la réduction du football par rapport aux joueurs professionnels qui n'ont pas de cerveau. Parce que ça, c'est très réducteur et c'est quelque chose qui me pose un sacré problème. Aujourd'hui, quand tu fais du football de haut niveau, quand tu es joueur de Ligue 1, quand tu fais la Ligue des Champions, quand tu as la chance de faire la Coupe du Monde, quand tu as un niveau international, aujourd'hui, on ne peut pas dire que les joueurs sont des gens qui ne sont pas intelligents. Ça, et je me bats pour ça, pour que, à travers toutes les interventions que je puisse faire, toutes les émissions que je puisse faire, je voudrais spécifier qu'il n'y a pas que moi qui fais ça. Donc aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui sont en poste, qui ont cette sensibilité-là, et qui travaillent pour ça. Donc aujourd'hui, très sincèrement, il faut faire connaître notre métier. Moi, j'ai la chance aussi de travailler avec des gens qui sont hors football, donc des scientifiques, des gens qui sont sur la biomécanique, sur les neuros, sur plein de choses. Donc aujourd'hui, quand on discute avec ces gens-là, ils s'aperçoivent quand même qu'il y a quand même plusieurs choses qui rentrent en compte dans un état d'esprit d'un sportif. Et Monsieur Alain Berthoz le dit spécifiquement dans ses conférences. Et il dit qu'on a beaucoup à apprendre du milieu sportif dans nos vies. Et moi, je trouve ça exceptionnel venant d'un monsieur d'une telle qualité et surtout d'un tel aura de pouvoir dire tout ça. Donc ça, c'est pour moi très important de valoriser notre poste d'entraîneur de gardien au sein de comment dirais-je, du football professionnel, et pas seulement au niveau du football professionnel, au niveau du football amateur, parce que moi c'est pareil, j'ai énormément d'amis qui sont dans le football amateur, qui réfléchissent à beaucoup de choses, et notamment on peut voir aussi des séances qui sont établies sur des supports comme Internet, des conférences qui se font dans les districts. Il y a vraiment une pensée, il y a vraiment une évolution au sein de ce poste. Et surtout, il y a surtout une interrogation sur pas mal de choses. Donc, comme l'a dit Vincent, il y a une évolution du poste qui se fait depuis des années. On est quand même le seul poste à avoir différentes règles depuis pas mal d'années. On est joueur de foot, mais aussi on est gardien de but. Donc on aura d'utiliser les mains, les pieds. Donc ça englobe plein de choses et surtout plein de schémas émotionnels, plein de schémas cérébraux qui se déroulent lors du match. Alors avec aussi parfois un temps d'attente parce qu'on n'est pas dans le mouvement parfois, on est dans l'attente. Donc aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre des mots, voilà, de mettre des mots à tout ce qui se passe dans notre tête, des émotions, de la cognition. Donc on a un cerveau cognitif, on a un cerveau émotionnel. Donc l'idée, c'est de lier les deux et puis surtout de répondre à ce qui se passe au jeu, quoi, dans les différentes tactique, composition. J'ai eu la chance aussi de travailler avec des grands entraîneurs en tant qu'entraîneur des gardiens. Donc ça m'a ouvert aussi pas mal de portes. Ça m'a fait réfléchir énormément à plein de choses. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre. C'est apprendre à apprendre des choses. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup pour ta réponse. Et là où je te rejoins, c'est qu'effectivement,
Mon intro était provocatrice, mais c'est vrai que de manière très populaire, on a souvent cette image du footballeur un peu con, hein, faut appeler un chat, sauf que comme tu le dis, quand on est dans un sport, dans une action, et que à un certain niveau, on a une capacité de prendre une décision plus rapidement que des gens dits normaux, c'est que par défaut, on n'est pas con du tout et qu'on est capable d'utiliser son cerveau pour le mettre au service du sport qu'on pratique. Alors ensuite, sur les questions suivantes, j'aimerais les différencier en deux thèmes avec toi. Le premier thème, c'est ton travail et les séances que tu mènes uniquement avec Vincent et ton groupe de gardiens. Et ensuite, c'est le travail plus collectif que tu as avec René et Nicolas Girard, et notamment sur tout ce qui va être les circuits préférentiels dans le jeu. Donc, sur la première partie, sur le travail que tu mènes avec Vincent, donc ton travail se passe beaucoup sur la surface, sur la prise d'information, sur la prise de décision, donc sur tout ce qui est cognitif, comme tu le dis, donc comment stimuler et mettre en avant les capacités de son cerveau pour l'aider à analyser un contexte et prendre une décision qui permet d'anéantir une attaque adverse. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que ce qui est difficile à mettre en place pour un gardien de but, c'est qu'il y a quand même beaucoup de travail qui se fait dans la surface de réparation. Toi, quand tu as ton groupe de gardiens, t'as pas forcément toutes les conditions, tous les critères que tu peux avoir dans un match. Et j'imagine qu'il y a une certaine difficulté pour élaborer des séances et qui te demandent énormément de créativité. Et comment tu peux faire, par exemple, avec Vincent et ton groupe de gardiens pour préparer des séances? On voit que tu utilises des mannequins, mais est-ce que tu utilises sur certaines séances des défenseurs du club qui viennent pour représenter une opposition sur des exercices ou sur des thèmes que tu veux travailler? Ou est-ce que tu estimes que quand tu travailles avec ton groupe de gardiens, bah, tu utilises le matériel dont tu disposes et que toi, tu vas être assez créatif pour que ton travail s'adapte à tout type de situation en match? Ou autre point, est-ce que tu vas préparer tes séances avec ton groupe de gardiens en fonction d'un profil d'attaquant particulier que tu vas affronter lors du prochain match? Ou pareil, est-ce que tu penses que ton travail s'adapte à tout type de situation dans un match? Oula, il y a énormément de questions. Après, je vais essayer d'être le plus précis possible, mais la question est exceptionnelle. Après, il y a une multitude de réponses à ces questions. Je vais essayer de vulgariser un petit peu ce que je fais et surtout, n'hésite pas à me reprendre si jamais il y a quelque chose que tu veux que je développe Je ou, n'hésiterai pas. ou une question que j'ai pas répondu. Alors, la première des choses, moi, qui m'intéresse, c'est déjà de savoir qui sont mes gardiens. Voilà. Euh, qui sont dans la vie, comment ils fonctionnent, euh, quelle est leur situation s'ils sont célibataires, s'ils sont mariés, s'ils ont des enfants. Il y a plein de choses qu'il faut prendre en ligne de compte parce que la première des choses, c'est que tu entraînes l'humain. Et aujourd'hui, la relation entre l'entraîneur et l'entraîné est hyper importante. Parce que il faut que tu devines, et tu n'as pas tu as parlé de profilage. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne. Le profilage, c'est en lien avec le cerveau. Donc, tout ce qui est cerveau, prise d'information, cognition, c'est quelque chose qui me passionne depuis pas mal d'années. J'ai eu la chance en 2010 de rencontrer une personne exceptionnelle qui m'a éveillé pas mal de sens, si je puis le dire ainsi, sur l'utilisation de tous ces sens. C'est une personne qui travaille pour l'armée, qui était venu lors de lors de mon passage en équipe nationale d'Algérie, travailler sur tout ce qui était sensoriel au niveau des joueurs. Et donc, de fil en aiguille, comme ça, il utilisait ces méthodes aussi sur les pilotes de chasse. Et depuis 2010, on a ensemble développé pas mal de choses. Et par rapport à ça, moi, ça m'a permis de réfléchir à ce que je faisais et de me poser les questions qui sont essentielles, c'est-à-dire
Aujourd'hui, qui j'entraîne, comment il est, comment il s'adapte, comment il comprend les choses, et surtout, comment moi lui faire comprendre ce que je ressens, tout simplement, sur comment je vois le football, les nouvelles techniques. Vincent en a parlé tout à l'heure sur les 6 mètres. Il y a des méthodologies qui sont mises en place. Il y a des entraîneurs, je pense à Guardiola, qui n'a pas attendu la règle des 6 mètres avant de mettre en place sa ressortie du ballon. L'utilisation aussi de Guardiola avec son gardien par rapport au système de jeu. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Christian Gourcuff, qui était très pointilleux sur la position du gardien dans son 4-4-2. Donc c'est pareil, c'est des rencontres qui ont fait de moi quelqu'un qui cherche, parce que dans le domaine de la tactique, dans le domaine du cérébral, alors je me fais aider par des gens qui sont experts en la matière. Donc je travaille avec un groupe de personnes qui me permettent moi d'évoluer, ici de me bonifier, d'apprendre des choses. Parce que plus j'apprends, moins j'en sais. Je peux te le dire. Et après, il y a de tout ça, j'ai essayé de développer des choses qui sont comme une bibliothèque de caractéristiques, d'apprentissage par rapport à une méthode qui est propice au poste du gardien de but. Alors avec toute l'humilité et comment dirais-je, et la créativité qui reste à développer. La méthodologie, elle est bien, mais il faut la laisser ouverte. Parce que utiliser une méthodologie fermée, eh ben, ça donne un seul point de vue et puis c'est très étroit, quoi. Il ne faut pas que ce soit une pensée unique de ma part. Il faut qu'il y ait une pensée globale de chaque individu, de chaque gardien au niveau du groupe de gardiens que je puisse avoir. Et puis, ils ont la liberté aussi d'échanger. On a la liberté de dire les choses qui m'intéressent, parce que aujourd'hui, c'est une collaboration, plus une collaboration. Bien évidemment, c'est entre guillemets, c'est une relation qui pour moi est très importante, parce que je dis pas, ben, vous faites ça, et puis j'explique pas pourquoi, quoi. Et aujourd'hui, à travers l'expérience que j'ai pu avoir durant ces différentes années, je me suis aperçu que je me suis trompé. Pourquoi je me suis trompé? Parce que ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi je me suis trompé. Je me suis posé aussi souvent des questions. Pourquoi avec quelqu'un ça marche, avec quelqu'un d'autre ça marche pas? Voilà, c'est toutes ces questions-là que je me suis posées. Et puis en 2010, j'ai posé ça sur des documents. J'ai posé ça avec la collaboration de pas mal de personnes qui mettent d'un point de vue scientifique, d'un point de vue maîtrise des émotions. Donc, parce que l'émotion rentre aussi dans tout ce qui est cerveau. Donc après, comme j'ai dit, il y a l'innovation aussi, la créativité des joueurs qui m'aident à pouvoir bonifier les séances. Vincent en fait partie, donc comme d'autres gardiens en ont fait partie, avec une réflexion, avec un mot, avec après aussi des choses qui leur plaisent pas, qui me disent non, tu vois, ça, moi, Mika, ça me parle pas, donc j'essaie de trouver d'autres fonctions pour pouvoir démultiplier les facteurs d'apprentissage chez les gardiens. Donc voilà. Après tout ça, moi j'utilise 6 gardiens. Pourquoi? Parce que je pars du principe où sur une semaine, je dois pouvoir redéfinir les actions de match qui vont se produire en match. Tout simplement parce que la prise d'information, elle est liée à l'environnement dans lequel on va être confronté le week-end. Donc tout simplement, il faut que j'arrive à retranscrire des situations de match, alors soit en les faisant en analytique, je pars de l'analytique au match ou du match à l'analytique. Voilà, tout simplement, avec une progression ascendante ou descendante. Ça, c'est la première des choses. Après, je peux établir aussi mes entraînements en fonction
des qualités de l'équipe adverse, en fonction d'une ressortie de balle que le coach m'a demandé. Il y a plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte et il y a des stratégies bien définies au niveau des gardiens de but, surtout au niveau des professionnels, et pour un but qui est précis, c'est-à-dire la compétition. Donc, on est sur une phase d'apprentissage de la compétition et pour les plus jeunes, une phase d'apprentissage du métier. Donc voilà, sur ce point-là. Après, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question ou à tes questions. Est-ce que tu veux que je... Si, et du coup, je vais enchaîner sur une deuxième question, toujours sur la manière dont tu travailles avec le groupe de gardiens, donc plus sur leur poste et leur qualité par rapport à ta préparation du match. Ce qui ressort aussi dans ce que tu fais, et ce qui est très important pour toi dans le rapport que tu vas avoir à l'humain, c'est la notion de plaisir. Et ce qu'on a vu en regardant un petit peu les contenus qui sont disponibles sur ta façon de travailler, c'est que il t'arrive de faire des séances à ton groupe de gardiens, par exemple très tôt le matin, en essayant de mettre en place des lumières pour leur préparer un contexte différent, qui n'est pas un contexte dit classique. Et je pense aussi que tu cherches à travers ce type de séance à leur procurer une autre sensation de plaisir. Donc c'est des séances qui sont différentes. Et on a pu voir assez récemment notamment via ce qu'a fait l'équipe magazine il y a 15 jours, que sur des sportifs de haut niveau, c'est cette recherche du plaisir par des séances ou des contextes qui sont peu communs, notamment le sport la nuit ou le sport très tôt le matin. C'est un autre axe de travail. Et toi, j'ai l'impression que tu as compris ça depuis longtemps et que tu cherches aussi à varier et à stimuler ton groupe de gardiens à travers ce type de format de séance. Est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis sur ta façon de travailler à ce niveau-là? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord. Après, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est surtout sensibiliser l'homme avant le sportif, parce que on peut apprendre en s'amusant. Voilà, c'est pas de moi, mais on apprend en s'amusant. Je pense que tout doit nous renvoyer à la sensibilité, à prendre du plaisir, à aimer apprendre et à aimer progresser. Et par rapport à ça, quand on aime tout ça, eh ben on est en confiance. En confiance. On se lâche plus sur des choses. Moi, ce que je leur dis, c'est que moi, ça ne me dérange pas qu'ils se trompent. Mais où ça peut me déranger, c'est qu'ils ne tentent pas ou qu'ils n'essayent pas. Et ça me pose un problème parce que le match, et je le répète assez souvent, c'est quelque chose de difficile parce qu'on ne maîtrise pas grand-chose quand l'arbitre siffle, quand le coup d'envoi est donné. Soit on a le ballon, soit on n'a pas le ballon. Donc comment on va le recevoir, le ballon? Et on ne sait jamais comment on va le recevoir, le ballon. Donc aujourd'hui, c'est un métier qui est difficile avec plein de choses qui rentrent en ligne de compte, les conditions climatiques, les stades, la luminosité, la place au classement où on est. Tout ça, c'est difficile. Assumer une place de leader, assumer une place d'avant-dernier pour jouer un dernier match pour ne pas descendre. Toute cette partie-là, elle est hyper difficile à gérer, donc ça fait partie de nos entraînements. Mais aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire progresser tous les gardiens qui sont avec moi et qui me disent, voilà, tu m'as apporté ça, tu m'as apporté cette progression-là. Aujourd'hui, moi c'est ce qui m'intéresse. Et après, dans cette façon de travailler, ce qui est important, c'est qu'eux aussi m'apprennent des choses. Aujourd'hui, c'est réciproque, soit d'un côté ou de l'autre. Ils m'apprennent énormément de choses. Donc aujourd'hui, c'est surtout s'approprier les choses. Ils doivent avoir une liberté de penser. Euh, Moi, je dois répondre à leurs attentes sportives. Alors, je fais attention et surtout, je rentre pas dans l'hyper-apprentissage où il y a une solution unique, quoi.
Euh, il y a plusieurs chemins, tu vois, pour les personnes qui veulent le prendre et qui surtout leur correspond. Donc c'est pour ça que je suis hyper sensible à ça parce que en imposant les choses à quelqu'un, je pense pas spécialement qu'on puisse l'emmener sur ses objectifs. Et surtout, je pense que sur le long terme, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça peut marcher sur un match, une fois, mais sur le long terme, ça ne marche pas. Et puis surtout, moi, j'aime mes gardiens, comme je pense tous les entraîneurs de gardiens, je parle en France, les aiment. Alors j'ai plein d'images. Je pense à Nicolas Dehon avec Steve Mandanda. Voilà, j'ai plein d'images où il y a une complicité extraordinaire. Je pense euh, à Jean-Philippe Ours avec son gardien à Strasbourg par rapport à la saison dernière. Je pense à plein de gardiens qui ont comment dirais-je, des sensibilités, et puis on voit que de la connivence avec le numéro un à la télé. Mais je sais, pour discuter en off avec toutes ces personnes, qu'il y a il y a un réel, il y a un réel respect et surtout une envie de faire progresser les gens avec qui on est, quoi. Mais je pense que c'est réversible, quoi. Ce qui est bon pour l'un est bon pour l'autre. Mais il y a cette sincérité, je trouve. Cette sincérité entre nous, parce que c'est un poste qui est très difficile, tout simplement. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir une relation bilatérale, Ouais. que l'échange soit entre les deux plutôt que unilatérale où effectivement je pense que c'est plus compliqué de mettre en place quelque chose sur la durée. Concernant ta part de travail avec Vincent, avant de passer sur le collectif et la manière dont vous travaillez avec René et Nicolas Girard, il me reste une question. J'aimerais bien que Vincent aussi donne son avis par rapport à ça. En fait, on parle beaucoup des séances, de la cognition, du travail sur le cerveau, mais j'aimerais savoir comment vous abordez aussi les phases de récupération, puisque le cerveau reste malgré tout un muscle qui est stimulé. Il y a ce travail qui est fait sur la vision et la prise de décision qui est très consommateur d'énergie, j'imagine, avant de devenir plus réflexe avec le temps. Comment vous abordez également les phases de récupération entre les séances ou à l'approche d'un match pour essayer justement d'optimiser le rendement de Vincent sur le match? Alors, c'est une super question. Bon, je me suis fait avoir sur pas mal de choses parce que quand on est passionné un petit peu, on a la tête dans le guidon et puis des fois, on ne rencontre pas les bonnes personnes au bon moment. Durant mon apprentissage depuis 2010, et cet apprentissage, comme la méthodologie, elle reste ouverte. Donc ça veut dire que euh, je vais faire un exemple très simple. Aujourd'hui, quand on est préparateur physique, on a la possibilité de quantifier les séances, on a la possibilité d'avoir un retour joueur, on a la possibilité de savoir un petit peu quel est l'état de forme de son joueur par rapport au GPS, par rapport à toutes ces données. Aujourd'hui, dans la prise d'information, dans le travail cérébral, dans tout ce qui est cognitif, on n'a pas cette capacité-là. Pourquoi? Parce que le cerveau reste encore un mystère. Alors, il faudrait brancher euh, les gardiens de but sous scanner ou sous appareil pour savoir un petit peu où ils en sont au niveau de leur fatigue cérébrale. Et donc, alors pour répondre à ta question, l'année dernière, quand Vincent a eu un passage à vide, je me suis demandé comment il était possible qu'il ait un passage à vide comme ça. Donc j'en ai parlé autour de moi et on m'a proposé de voir un sensoriel. Donc cette personne, le jour où je l'ai rencontré, il m'a dit, tu sais, moi je suis préparateur physique du cerveau. Donc je permets au circuit du cerveau à être en bonne fonction et fluide. C'est comme le sang qui passe dans tes muscles et l'oxygène. Donc j'avais trouvé ça extraordinaire sur la détermination de son métier.
la terminologie de son métier. Et depuis, je travaille avec lui sur pas mal de choses. Et notamment, Vincent a travaillé avec lui, donc il en dira un mot s'il le souhaite, à travers tout ça. Et puis, de fil en aiguille, comme je te disais, cet apprentissage est ouvert. Et moi, j'ai appris comment dirais-je, à modifier et surtout à réguler mes séances. Donc, on fait aussi, entre guillemets, de la sophrologie, de la visualisation, de l'imagerie mentale. Et donc, aujourd'hui, on y va aussi pas à tâtons parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les appareils qui sont en possession au niveau du club pour pouvoir comment dirais-je, mettre une régularité à tous ces tests. Alors, mon souhait, mon souhait le plus cher, ce serait de développer une section au niveau du Paris FC sur tout ce qui est prise d'information, cognition, et de pouvoir s'entourer de personnes qui sont spécialistes dans cette spécialité. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notamment tout ce qui est cognitif, pour apprendre à percevoir des actions de jeu, pour apprendre à visualiser une préférence d'un joueur adverse, être capable, entre guillemets, de dessiner du regard un joueur et de savoir quelle est son habileté, tout simplement. On m'avait fait une super phrase aussi. Il y a un scientifique, une fois, il m'a dit, tu sais, c'est comme à la préhistoire. Hein. Il me dit, tu demandes à ton gardien de dessiner l'attaquant et de quelle façon il va tirer. Et moi, j'avais trouvé ça aussi extraordinaire. Parce qu'il me disait qu'à la préhistoire, les hommes préhistoriques, quand ils allaient chasser, ils dessinaient les bisons pour, pour mieux les chasser. Donc il y avait déjà une anticipation de mouvement du bison pour pouvoir le chasser correctement. Et moi, je suis hyper fan de tout ça. Donc de faire des parallèles entre la vie, entre le foot, entre ce qui s'est passé sur la planète. Et je trouve ça hyper enrichissant. Et donc pour revenir à ta question, pour moi, l'apprentissage de tout ça est primordial pour le sportif et surtout donner du sens à ce qu'on fait. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de donner du sens à mes entraînements et leur expliquer comment je vois les choses et comment surtout je les ressens. Et donc, à travers tout ça, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ils le perçoivent et surtout comment moi, je peux les aider à pouvoir, entre guillemets, performer, sachant qu'ils ne réfléchissent pas tous de la même façon. Ils ont des émotions différentes et leur apprentissage aussi est différent. Les stratégies cognitives des gardiens ne sont pas tous les mêmes. Voilà, tout simplement. Mais c'est très clair et effectivement, on comprend bien que c'est encore une fois, c'est une relation qui est bilatérale, c'est un échange entre vous pour optimiser ça. Il me reste une question qui est assez large et qui s'adresse à toi et aussi à Vincent qui peut nous en dire quelques mots s'il le souhaite. Au niveau du travail collectif et dans ce que René Girard et Nicolas Girard souhaitent mettre en place, en fait, René Girard, c'est un technicien qui a souvent cette image de communicant un peu grande gueule après les matchs ou qui peut des fois s'emporter parce que ça reste sa passion et peut-être que le rapport qu'il a avec les journalistes au bout d'un moment l'énerve. Mais avant tout, c'est un technicien et un tacticien qui est extrêmement reconnu puisqu'il a été à la DTN, il a eu de très bons résultats avec les équipes de France qu'il a dirigées. Et après en club, on a vu qu'avec Montpellier, c'est quelqu'un qui a réalisé un exploit exceptionnel, donc sur une saison d'être capable d'être meilleur que Paris. Et quand vous faites un travail de tactique sur une préparation de match avec René et Nicolas Girard, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous devez vous adapter au circuit préférentiel que souhaite mettre en place pour préparer un match,
notamment quand on voit la qualité de jeu de pied de Vincent et sa participation au jeu, ou est-ce qu'au contraire, René Nicolas Girard aime profiter donc des capacités cognitives de Vincent pour lui laisser un peu le choix quand il a le ballon, quand il a le ballon dans les pieds et qu'il doit prendre une décision en fonction de sa mémoire visuelle, de son anticipation, de sa prise de décision, lui laisser le choix pour essayer de trouver la solution qui lui semble la meilleure afin de déstabiliser le bloc équipe adverse un peu plus rapidement. Je crois que tu as pas mal répondu à la question. Bon, aujourd'hui, il faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est savoir profiler ton gardien. Qu'est-ce qu'il est capable de faire. Aujourd'hui, Vincent a cette capacité à pouvoir lire le jeu, lire les références du jeu dans un aspect défensif. Donc ça veut dire qu'il doit protéger son but. Là où Vincent excelle, c'est dans la possibilité à anéantir une situation de jeu avant son terme. Donc je parle de l'avant-dernière passe. Après, sur le plan offensif, l'utilisation du jeu au pied de Vincent, oui, est primordiale pour notre ressortie de ballon. Donc ce sont ses grandes qualités. Aujourd'hui, Vincent a une intelligence technique et tactique qui pour moi est au-dessus de la norme. Alors c'est quelque chose qu'on travaille, mais qui est déjà en lui parce que Vincent s'intéresse à beaucoup de choses. Il s'ouvre à beaucoup de choses. Aujourd'hui, Vincent connaît les équipes adverses, connaît les joueurs, a cette culture tactique, a cette culture de l'adversaire, sait contre qui on va jouer, connaît les joueurs, connaît le système. À partir du moment où ça l'intéresse et surtout il est passionné par ça, ça ouvre de grandes perspectives, quoi. Donc moi c'est ce que j'essaie de leur apporter, c'est-à-dire que le foot c'est pas pour moi l'acte final, c'est déjà comment utiliser le ballon quand notre équipe a le ballon, quel est notre système de jeu, comment le coach veut qu'on ressorte le ballon. Et puis après, c'est aussi deviner par rapport maintenant avec tous les datas, avec tous les schémas qu'on puisse avoir sur les renseignements des équipes adverses, un petit peu déjouer, anticiper, être malin sur les situations offensives de l'équipe adverse. Après, c'est étudier, c'est percevoir les situations, être en action plutôt qu'en réaction. C'est un petit peu le rôle du joueur d'échecs, quoi. Donc aujourd'hui, c'est développer des stratégies qui vont nous permettre d'avoir un temps d'avance, soit sur l'équipe adverse, ou soit sur les attaquants, sur les milieux, sur un coup de pied arrêté, sur un penalty. Après, la première chose que je fais, moi, quand je travaille avec un nouvel entraîneur, c'est surtout de lui demander comment il voit le rôle du gardien. Comment il définit le rôle du gardien, quelles sont ses priorités, comment on ressort le ballon, est-ce qu'il veut qu'il joue haut, est-ce qu'il veut qu'il soit un gardien ligne. Donc aujourd'hui, il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Aujourd'hui, Pep Guardiola choisit son gardien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des équipes qui vont cibler leur gardien, qui sont capables de faire des choses que d'autres ne sont pas capables de faire. Aujourd'hui, nous, on a un gardien au PFC qui nous permet de ressortir les ballons, de jouer sous pression. Il fait partie des gardiens modernes. Aujourd'hui, les gardiens modernes savent jouer au ballon. Après, il faut surtout pas oublier d'être efficace dans notre zone des 6 mètres. Donc ça, c'est aussi une méthodologie d'entraînement qui fait que il y a plusieurs concepts à travailler et surtout déjà à pas prendre de but, ça c'est la première des choses, et aussi à donner des repères au niveau cognitif du match, avec des zones de terrain où il y a des situations qui se répètent par rapport à des centres, par rapport à des situations, et notamment quand on regarde un peu les équipes adverses, ils ont quand même des préférences au niveau du jeu, quoi. Donc c'est à nous d'apprendre et de visualiser tout le schéma tactique de l'équipe contre laquelle on va rencontrer. Et ça permet aussi aux jeunes d'avoir une ouverture d'esprit sur ce qu'est le poste du gardien de but. Le poste du gardien de but, c'est pas simplement arrêter le ballon, comme j'ai pu le dire. Ça fait partie du métier, c'est la priorité,
Mais si on arrive à anéantir des situations de match avant le geste final ou l'avant-dernier geste, alors ça se voit pas beaucoup à l'œil, euh, mais, euh, mais moi je définis pas le gardien sur l'arrêt. L'arrêt final, c'est juste la consécration d'une action qui a pas été anéantie. Euh, et les gardiens de très haut niveau sont capables de faire des choses ou d'arrêter les ballons avant le geste final. Et c'est ça qui est hyper important. C'est la lecture du jeu, c'est l'anticipation, c'est c'est des choses qui se travaillent, c'est essayer de mettre, entre guillemets, dans la tête du gardien une bibliothèque qui va lui permettre de sortir les différentes actions qui peuvent se trouver en match et de pouvoir y répondre, comment dirais-je, de façon claire, de façon, on va dire, chirurgicale. Bah, c'est parfaitement répondu pour moi, Michael, et je te remercie beaucoup pour avoir détaillé ces quelques questions, nous avoir donné des informations sur ce que vous mettez en place au quotidien. Je pense que c'est super intéressant pour tout le monde, qu'on soit amateur ou plus expert dans le monde du football. C'est une approche qui est pas commune pour tout le monde, et ça fait du bien d'entendre ce type d'approche au lieu des poncifs assez classiques. Le gardien arrête le ballon, faut qu'il soit grand, costaud, etc., etc. Donc, merci beaucoup, et je repasse la parole à William Merci à également. toi. Merci à toi, Benoît. Merci. Bien, merci messieurs. Merci à toi également, Benoît, pour avoir posé toutes ces questions très pertinentes avec notre superbe invité. Merci à toi, Michael. Merci beaucoup. Donc, nous étions en train d'aborder la deuxième partie de cette soirée avec l'interview de Michael Bouli, donc l'entraîneur des gardiens du Paris FC. Et on va enchaîner avec les questions de nos chroniqueurs pour commencer avec Mohamed Larage qui va pouvoir poser différentes questions à l'entraîneur. Donc, nous t'écoutons. Salut Mickaël. Bonjour Momo. Bonsoir plutôt. Bonsoir, c'est vrai. Alors, tu as fait partie du staff technique de la sélection algérienne lors de la Coupe du Monde 2014. Les trois questions que j'aimerais te poser, c'est comment tu as vécu cette compétition de l'intérieur au Brésil et quels a été les rapports avec Raïs Mbouli et les autres gardiens, bien sûr, et ton entente avec Vahid Ayodik. Alors, je m'attendais à cette question parce que donc j'en déduis que tu es d'origine algérienne. Oui, oui. Voilà, donc écoute, ça a été pour moi une expérience extraordinaire, que ce soit du point de vue attachement avec Raïs, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai travaillé pendant pratiquement 10 ans avec Raïs. Donc avant d'arriver en sélection nationale, je l'entraînais déjà. On s'était côtoyé lors d'une présentation avec une personne. Et donc, moi, j'ai commencé la sélection avec les U20 de l'équipe nationale d'Algérie, avec Jean-Marc Nobilo aujourd'hui, qui est directeur du centre du Paris FC. Et donc, Raïs, moi, c'est quelqu'un que je connais énormément, que je connais très très bien même, et puis et qui est devenu un ami. Donc, j'ai passé plus de temps avec Raïs qu'avec ma famille, parce que pour donner un petit peu la tendance, Raïs, c'était quelqu'un qui ne jouait pas forcément dans ses clubs. Donc, j'étais pratiquement 3 semaines sur 4 avec lui sur les différents clubs où il a pu jouer. Alors bon, Dieu sait que j'ai fait énormément de pays, énormément de clubs. Après, je suis arrivé en 2011 dans le staff de Vaïd. Donc ça s'est fait naturellement par rapport à une rencontre qu'on a eue à Sidi Moussa, où il passait et puis il assistait à mes entraînements. Et puis un jour, il m'a dit tout simplement, écoute, passe dans mon bureau, je veux te voir et puis je veux qu'on discute un petit peu de ce que tu mets en place et surtout du rapport que tu as avec Raïs. Donc voilà, donc ça s'est fait de fil en aiguille et puis on a fait des cannes et puis on est arrivé à la Coupe du Monde.
Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Coupe du Monde, on l'avait préparée 2 ans avant. On s'était préparé pour ça. Raïs, on avait mis pareil une méthodologie de travail que j'utilise aussi toujours maintenant sur un travail parce que à l'époque Raïs ne jouait pas, donc il a fallu que je trouve des stratégies pour lui le laisser dans le rythme du jeu alors que il avait pratiquement aucun match de championnat. C'était le seul gardien international qui ne jouait pas dans son club. Donc je le préparais toujours sur les dates internationales, sur des moments ponctuels. Donc grâce à cette aide de différentes personnes qu'on peut appeler au niveau du cerveau, au niveau des émotions, on a réussi à mettre un travail et un suivi par rapport à Raïs qui nous a permis de le faire évoluer avec tout cet apprentissage de position, d'analyse de situation. Pareil que je disais tout à l'heure sur l'apprentissage des équipes adverses qui lui permettait aussi de vite se fondre dans le jeu. Après, en équipe nationale, j'avais demandé 4 gardiens pour pouvoir aussi établir des situations de jeu. J'avais aussi discuté avec Vaïd pour avoir quelques joueurs supplémentaires avant ou après les entraînements pour pouvoir travailler et apprendre la tactique de l'équipe adverse. Donc ça nous a grandement aidé. Et puis après, Raïs, on a appris à se connaître, on a appris à travailler ensemble, on a échangé énormément. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est une histoire d'homme, comme elle peut l'être avec, et j'espère avec tous les gardiens de but que j'ai pu côtoyer. Je les connais vraiment, que ce soit Raïs, que ce soit Vincent. Je m'intéresse vraiment à eux, de ce qu'ils sont vraiment eux, de leur histoire, parce qu'il y a beaucoup de similitudes entre Vincent et Raïs, de par leur parcours et des aléas qui leur sont arrivés dans leur vie. Donc c'est quelque chose qui est important au niveau des émotions, au niveau des prises en compte de l'entraîneur. Et puis, toujours pareil, cette sincérité à vouloir performer, à vouloir l'aider à gravir des échelons. Et puis surtout, une confiance mutuelle, à grandir ensemble. La Coupe du Monde, ça a été pour Raïs la consécration de quelqu'un qui était, entre guillemets, un peu oublié. Surtout ce fameux match contre l'Allemagne. C'est extraordinaire. Alors mais c'est sans similitude avec ce que vit Vincent aujourd'hui. Donc Raïs, c'est ce que je vois en Vincent aujourd'hui. Donc c'est des gens qui... Il y en a beaucoup comme ça qui ont besoin qu'on leur fasse confiance parce que la base du métier, c'est la confiance. Le match de l'Allemagne est symbolique parce qu'il est sur un match exceptionnel, avec un engouement, avec un match fabuleux, mais toute cette campagne de qualification, ces matchs préliminaires de la Coupe du Monde ont leur histoire. Je me souviens que Raïs, on l'a retiré le dernier match de qualification qui était qualificatif pour aller à la Coupe du Monde. Donc c'est des choses qui sont terribles à vivre, mais qui font partie comme l'a dit Vincent tout à l'heure, d'une histoire, d'une force mentale, parce qu'il faut avoir une sacrée force mentale. Et aujourd'hui, ces garçons-là ont une très très grande force mentale. C'est pour ça que être footballeur professionnel, et gardien de but, c'est difficile. C'est difficile parce que ça demande beaucoup de choses. Il y a l'utilisation du stress, il y a des choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à toutes ces compétitions. La Coupe du Monde, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut être tellement terrible sur le plan concentration, sur le plan stress. C'est pour ça que on était vraiment dans une bulle où moi j'ai découvert la Coupe du Monde quand je suis rentré chez moi, quand on s'est fait éliminer. C'est là où je me suis dit, ah oui, bah, t'étais là-bas, ah oui, et notamment sur le match Allemagne-France, où quand je suis rentré chez moi, je me suis dit, mais oui, c'est vrai qu'on a joué contre eux. Et on était tellement dans notre bulle, dans notre métier, et vraiment sur un but bien précis, surtout sur des stratégies qu'on avait mis en place avec le coach, sur la tactique, sur tout ça, qu'on en avait oublié, pas les émotions. Les émotions. On avait oublié les émotions, c'est-à-dire qu'on était là-bas pour une performance. Et quand on est rentré
en Algérie, ça a été quelque chose enfin, c'est inoubliable, quoi. La ferveur du public, tout ce qui était après la Coupe du Monde, ça a été mais surréaliste, quoi. C'est une ferveur que j'oublierai jamais. C'est des émotions qui sont, comment dirais-je, à l'échelle, pardon, de la dimension planétaire qu'est la Coupe du Monde. Après, les émotions, elles sont si fortes pour moi sur une relation entraîneur-entraîné. Aujourd'hui, moi, je me nourris de vraiment tout ce que je peux apprendre au jour le jour, et puis surtout d'essayer d'aider des gardiens de but à essayer de jouer au niveau, et puis eux me le rendent bien aussi parce que moi, tous les jours, aux côtés d'eux, je progresse, et puis je cherche parce que ce qui m'intéresse, c'est de trouver des solutions quand ils me posent des questions, d'essayer au maximum d'être au goût du jour, de leur donner des éléments supplémentaires à leur progression. Et puis pour moi, ça n'a pas d'âge. À partir du moment où physiquement et mentalement on est bien, la progression n'a pas d'âge. De toute façon, Et on progresse toute notre vie, quoi. Mickaël, comment ça se fait que Raïs Mboli et vraiment du côté médiatique, on l'entend vraiment pas. Il donne jamais d'interview, il parle jamais de lui. C'est toi qui le connais si bien. Comment ça se fait qu'il est comme ça? Il a un problème avec les médias ou plutôt Non, je pense il que a rien à dire Raïs, quoi. non, je pense que Raïs, c'est déjà pour entrer dans son monde et le connaître, il faut qu'il te donne sa confiance. Moi, je suis pas rentré dans la vie de Raïs en étant le, le d'Algérie, quoi. Il a fallu qu'il me connaisse, il a fallu qu'il apprenne à me faire confiance. Et puis à un moment donné, ben, lui, ce qu'il voulait, c'est que je lui apporte une expertise football et surtout que je l'aide à progresser. Après, Raïs, c'est quelqu'un d'exceptionnel parce que je le connais vraiment. Raïs, c'est un membre de ma famille. C'est quelqu'un qui fait partie de ma vie. J'ai passé énormément de temps avec lui. C'est quelqu'un que j'aimais perdument, si je peux le dire, parce qu'on a vécu des choses, beaucoup de choses. Mais moi, je leur dis souvent, hein, je dis à mes gardiens que je les aime parce que c'est la vérité, parce qu'ils me font vivre tellement de choses et peu importe que ce soit la Coupe du Monde, Vincent, quand tu es le meilleur gardien, sachant d'où il vient, sachant ce qu'il est, sachant ce qu'il a enduré, euh, moi je trouve ça exceptionnel parce que c'est exceptionnel ce qu'ils font. Très, très sincèrement, parce que c'est un métier qui est hyper difficile et puis c'est pas dû à tout le monde. Aujourd'hui, c'est savoir aussi gérer plein de choses, hein, la pression, gérer tout ce qui est stress. Et aujourd'hui, c'est pas dû à tout le monde. Donc c'est pour ça que, mais je suis pas le seul. Après, il y a plein de relations qui font que, à travers nous, quand on voit les différents entraîneurs de Ligue 1, de Ligue 2, de n'importe quel niveau, il y a une connivence qui s'établit entre les. Et il y a vraiment une fraternité, on peut appeler ça comme ça. Et puis surtout, il y a autre chose à côté du football, quoi. Il y a des relations qui sont saines. Ouais, et Vaid Aliozik, c'est vraiment l'entraîneur, comme on dit dans les médias sulfureux. C'est les relations étaient saines ou il était un peu dur, Vaid, Tu coach parles Vaid. avec le groupe, avec le gardien, avec moi. Enfin, Avec toi ou avec le groupe quoi. Bah après, lui, il a ses méthodes, hein. Chaque entraîneur a ses méthodes. Il s'avère que sur cette période, ça a très bien marché. Parce qu'on a été quand même la première fois 8e de finaliste de la Coupe du Monde, ou 16e, je ne sais plus. Euh, Deuxième. on a, on a passé le tour préliminaire, donc c'est historique. Non, huitième, huitième. Après, avec ses qualités, ses défauts, moi, je ne suis pas là pour, euh, pour faire l'opposé de qui que ce soit. Je sais que moi, chaque entraîneur avec qui j'ai travaillé, je garde que le positif. Je garde les connaissances qu'ils m'ont appris. Je garde le respect toujours vis-à-vis d'eux parce que c'est eux qui m'ont choisi. Après, moi, je l'ai suivi
en Turquie. Voilà, donc après, nos chemins se sont séparés. Et puis moi, je n'ai pas commenté, comment dirais-je, la suite, quoi. Moi, ce que je peux se dire, c'est qu'avec tous les entraîneurs avec lesquels j'ai travaillé, ils m'ont apporté énormément sur plein de choses. Vaïd, il m'a apporté sur la ponctualité, il m'a apporté sur le foot de haut niveau, sur prendre des décisions rapidement, sur, euh, sur bousculer les choses, sur aller chercher les choses. Et voilà, il m'a donné la possibilité de faire une Coupe du Monde. Donc moi aujourd'hui, je serai vraiment reconnaissant toute ma vie, quoi. Tout simplement, comme je peux être reconnaissant au Paris FC qui m'emploie, comme je peux être reconnaissant à René Girard. Tu m'as posé la question tout à l'heure, à savoir, pas toi, mais Benoît, comment était René. Mais aujourd'hui, René Girard, quand on le voit dans la, dans l'intimité, c'est pas du tout l'image qui donne au niveau médiatique. Donc voilà, moi, c'est des gens qui m'apportent énormément. Donc, c'est des gens qui sont des grands noms du football. Euh, il y a eu Christian Gourcuff, il y en a eu d'autres, Philippe Montagnier, Hubert Fournier. Je suis désolé d'en oublier d'autres, mais aujourd'hui, c'est des gens qui m'ont apporté, qui m'ont donné des connaissances et qui m'ont fait évoluer dans mon métier, surtout réfléchir à ce que je faisais. Voilà, tout simplement, et je leur dois beaucoup. Au même titre que je dois beaucoup à toutes les personnes avec qui je travaille aujourd'hui, depuis 2010, tout ce qui est scientifique, tout ce qui est personne sur le mental, sur l'armée, les personnes de l'armée qui m'ouvrent les portes à chaque fois que je demande pour participer à d'éventuelles choses. Donc voilà, tout simplement, ces gens, ils sont moteurs pour moi parce ils m'apprennent énormément de choses. En tout cas, je te remercie pour tes réponses et félicitations pour ton parcours, Mickaël. Bah, je te remercie, c'est gentil. Merci Momo. Merci. Eh ben, merci en tout cas, messieurs. Là, j'allais, pourquoi pas vous poser des questions à mon tour, mais apparemment, on a notre Benoît Tissier, donc, qui souhaitait aussi poser une question par rapport à un certain Anthony, il me semble bien. Oui, Mika, je souhaitais avoir un petit peu des nouvelles d'Anthony Messonial, savoir un petit peu euh, voilà ce que c'est aussi que de gérer ça pour un coach gardien pour nos auditeurs. Euh, que voilà, de gérer un groupe gardien avec un titulaire, un numéro 2. Anthony qui donc numéro 2 ne joue que très peu cette année, il n'y a même pas de Coupe de France. Comment est-ce que voilà, un coach gardien va gérer ça, tout simplement, son groupe gardien? Comment il gère la vie et l'ambiance de son groupe gardien? Alors donc, c'est une bonne question. Je pense que Vincent en est témoin de ce que je vais dire. Moi déjà, j'ai pas, dans mon état d'esprit, il y a une hiérarchie qui est installée, donc en accord avec le coach. Ça, c'est la première des choses. Moi, la deuxième des choses, c'est que je ne fonctionne pas par hiérarchie. C'est ce que je leur dis. Aujourd'hui, moi, j'ai la responsabilité de les faire évoluer. Je connais tous les gardiens du club, et Vincent peut en témoigner. Je connais tous les entraîneurs du club. On fait des réunions tous les mois. Les différents entraîneurs du club passent avec moi sur mes séances, viennent faire des séances et connaissent tous les gardiens professionnels. Aujourd'hui, moi, je suis dans le partage, dans le partage de formation, dans le partage de connaissances. Voilà, c'est ce qui m'anime. Aujourd'hui, moi, ma fonction principale, c'est de faire évoluer Anthony Mesnial. Une hiérarchie qui est établie, ça, pour moi, c'est primordial. Et puis après, cette hiérarchie, elle peut être bousculée. Aujourd'hui, l'année dernière, il s'est passé, entre guillemets, un retrait de Vincent et une titularisation d'Anthony, qui a parfaitement répondu à ce qu'on lui demandait quand il a eu l'occasion de jouer. Aujourd'hui, Anthony est un jeune gardien et est aussi dans l'apprentissage. Donc, aujourd'hui, Anthony progresse et comme tous les gardiens du club, on a eu l'opportunité aussi de pouvoir entre guillemets, faire de la promotion au sein de nos jeunes. Donc, il y a Sami Tlemceni qui est parti à Chelsea. On a un vivier qui est très intéressant au niveau des gardiens. Et moi ce qui me passionne, c'est aujourd'hui d'apprendre, qu'ils m'apprennent des choses et surtout que peu importe leur issue,
c'est qu'à un moment donné, moi, dans leur carrière sportive, je leur ai donné la possibilité de pouvoir progresser. C'est ça qui m'intéresse. Après, la carrière d'un footballeur, vous la connaissez, c'est-à-dire qu'elle est faite de haut de bas, c'est ce que Vincent disait. Aujourd'hui, moi, je suis pas fixé là-dessus. Moi, mon objectif principal, c'est qu'ils prennent du plaisir déjà à venir s'entraîner et qu'ils apprennent des choses. Et surtout qu'ils progressent. Après, il y a des fois, il y a des gardiens qui restent pendant 10 ans et puis la doublure se plaît et puis elle veut rester aussi parce qu'il y a une connivence, parce qu'il y a des choses qui sont actées comme ça. Tout est en transparence. Donc on fait toujours tout en transparence. Donc on n'a pas de problème de gestion parce qu'Anthony, c'est quelqu'un de très intelligent. Donc au moment où il a fallu le retirer l'année dernière, il a très bien compris et on lui a très bien expliqué ce qui se passait. Vincent, on a fait de même. Quand on l'a sorti, on lui a expliqué ce qui s'était passé. Mais l'idée, c'est vraiment de trouver des solutions pour que ne pas laisser les gardiens de but comment dirais-je, dans l'inconnu. L'idée, c'est vraiment de dialoguer et de dire les choses. Après, on les accepte pas. Mais je vous dis, moi, quand je me lève le matin et puis quand j'arrive sur le terrain, je porte autant d'attention à mon numéro 1, si je puis dire, qu'à mon 5e gardien ou 6e gardien qui est jeune. Parce que pour moi, c'est primordial. C'est vraiment s'occuper de l'individu et du gardien de but. Quand tu dis que ton 5e gardien est jeune, c'est vrai qu'entre Vincent et Anthony, on a déjà une tranche d'âge, si je puis dire. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les âges des 5 gardiens avec lesquels tu bosses? Alors, Vincent, je ne donne pas l'âge parce que il donnera lui-même. Merci. Non, parce qu'à chaque fois, je lui rajoute 6 mois ou 1 an et puis il dit non, mais 37. Donc après, Anto, il a 22 ans. Et après, on arrive à mon 3e gardien qui a 17 ans. Mon 4e gardien qui était Sami Tlemcani qui avait 16 ans. Et mon 4e qui est Maceo qui a 18 ans. Donc voilà. Donc aujourd'hui, au sein du PAFC, par rapport à la projection que j'ai, c'est vraiment essayer de faire valoir la progression du club au niveau de la promotion des gardiens de but. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'idée principale, c'est vraiment qu'on puisse sortir des gardiens issus de la formation du Paris FC. Et ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on a un vivier exceptionnel dans la région parisienne. Et aujourd'hui, on a vu avec Sami Tlemcani qu'on a la possibilité de pouvoir le faire. Alors grâce à des éducateurs de la Préfo, de l'école de football, avec lesquels on travaille en parfaite symbiose, avec des choses qu'on met en place, grâce au directeur sportif, au président, à toutes les personnes qui sont dans le club et qui sont vraiment amoureux de ce poste. Et moi aujourd'hui, je suis très content d'être dans ce club parce que cette philosophie est vraiment sur la phase ascendante et surtout il y a un réel projet au niveau du Paris FC et vraiment une volonté de promouvoir tous ces jeunes gardiens. Donc c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que moi j'ai pas peur de mettre des gardiens de 16 ans sur le banc parce qu'il le mérite et puisqu'il travaille pour ça. Après, Vincent, je pense que lui, il a plus de recul que moi pour pouvoir en parler. Et surtout, je ne mets pas quelqu'un sur le banc pour lui faire plaisir. Je mets quelqu'un sur le banc parce qu'il le mérite et qu'ils ont les qualités. Alors, on a la chance aussi de pouvoir aller voir et détecter ces gardiens. On travaille tous entre guillemets en symbiose par rapport à un cahier des charges bien établi, avec du profil, avec des sélections qui sont établies et puis les gens qui sont amenés à pouvoir détecter tous ces jeunes talents. Ok. Écoute, merci beaucoup Mika pour tes réponses. Voilà. Très clair comme toujours. À vous deux, merci à toi Benoît Tissier pour toutes ces questions et merci à toi bien sûr Michael. C'est vrai que tu as parlé beaucoup du caractère différent, de la culture différente des joueurs, mais malgré tout ils sont tous pareils, comme des enfants dans une famille, hein. Il n'y a pas d'enfants préférés et quelque part tant mieux.
Hein. Moi, il y a une question que je voulais poser pour terminer toutes ces questions. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de Guardiola par rapport à l'utilisation de ses gardiens. Et moi, je voulais faire un petit rapport, tu vois, peut-être que tu me vois venir sur. Alors, tu vas me dire, c'est pas forcément sur les gardiens, mais le côté euh, entre Mourinho et Guardiola. Parce que tout à l'heure, tu m'as parlé d'entraînement adapté en fonction de l'adversaire. Or, ça, c'est une chose que c'est plus Mourinho qui fait ce genre de choses-là, et Guardiola qui impose un peu ses idées. Il impose ses idées même aux adversaires. En gros, c'est euh, mon idée, elle est supérieure. C'est l'équipe adverse qui va devoir un petit peu s'adapter à ma façon de jouer. Tandis que Mourinho, c'est un petit peu l'inverse, c'est ils ont des qualités, on va défendre, on va contrer et on va gagner comme ça. Euh, comment tu perçois un petit peu ce côté un petit peu paradoxal? Moi, ce que j'adore, tout simplement, c'est déjà, c'est comme tu l'as si bien souligné, c'est de rentrer, entre guillemets, dans les stratégies. C'est-à-dire que moi, l'utilisation du gardien de but chez Pep Guardiola, elle a un but. Donc, comme tu l'as dit, c'est que lui, il ne s'adapte pas à l'adversaire. On est d'accord? Ouais. Et donc, dans la philosophie de Mourinho, c'est le contraire. On est d'accord ou Ouais, pas? c'est tout à fait ça, justement. Donc, ça C'est veut ça dire que qu'il y a, je soulignais. c'est dire qu'il y a deux styles bien distincts de ces entraîneurs et qui doivent entre guillemets, coller avec l'utilisation de leur gardien. Donc pour moi, il y a deux stratégies différentes, donc il y a deux méthodes d'entraînement différentes pour les gardiens de but. Ouais. Donc ça c'est la première des choses. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur donner aux gardiens de but à réfléchir par rapport à tes questions. C'est-à-dire que alors, cet été, sur les stages, moi, je leur demande de me noter la tactique de l'équipe adverse ou alors comment nous on joue et comment ils se placent au niveau des gardiens de but. Et ça, c'est intéressant parce que ça les fait réfléchir et ça leur donne des atouts supplémentaires à leur développement au niveau du jeu et à leur compréhension du football. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. Moi, j'aime. Et pour ça, avec Vincent, c'est. Lui, Vincent, il arrive à anticiper des questions que je peux me poser. Et surtout, des fois, je propose des exercices et lui, il est déjà à l'étape supérieure. Donc, c'est pour ça qu'il y a vraiment une très, très grosse réflexion sur tout ça. Mais moi, mon idée, c'est de les intéresser à ça. C'est-à-dire que quand ils regardent un match de foot, moi, je veux savoir, par exemple, à Leeds, comment Bielsa utilise son gardien. Comment Ouais, Ilan Meslier. Meslier, Ilan Ouais, Meslier, Meslier ou Meslier, je ne sais pas comment on prononce d'ailleurs. moi non plus, mais je vais dire Meslier, je m'excuse Très si je très me fort trompe, ce gardien. comment Ilan Meslier a développé son jeu au pied par rapport à la méthode Bielsa. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller voir Bielsa quand il entraînait Lille et de m'apercevoir que Mac Maignan avait un jeu au pied quand même assez extraordinaire. Et donc, par rapport à la tactique et à la pensée de chaque coach, tu peux développer ces actions cognitives de gardien par rapport à la tactique. Et par exemple, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, pardon. Euh, quand, tu, euh, quand tu joues en 3-5-2, l'utilisation du ballon sur la ressortie n'est pas le même que quand tu joues en 4-4-2. Donc ça, il faut que ton gardien il le sache. Et quand tu joues une équipe qui joue en 4-4-2 ou le week-end d'après en 3-5-2, tes spécifiques et ta visualisation pour défendre ton but, les espaces ne sont pas les mêmes. Donc ça, ton gardien doit le savoir. C'est-à-dire que sur un 3-5-2, tu sais très bien qu'il va y avoir des doublements côté et les deux latéraux sont très hauts. Donc ça veut dire que les schémas de l'équipe adverse vont arriver sur des préférences. Et ces préférences-là, selon si toi tu as une défense à 4, il y a des angles de passe qu'il faut prendre en compte. Et donc ça, pour moi, ça se travaille en spécifique. Et plus ton gardien
va connaître ça, et plus ton gardien va s'adapter à ça, et surtout pouvoir répondre à ce genre de système, plus tu vas lui apprendre énormément de choses. Et moi c'est quelque chose qui me passionne. C'est-à-dire, c'est un jeu d'échecs. C'est-à-dire qu'on va jouer contre l'adversaire, et moi, ma faculté et mon envie, c'est de déjouer les plans de l'adversaire. Et ça se Oui, fait avec c'est un petit peu le côté être plus nombreux dans une zone pour essayer de gagner une partie du terrain par partie du terrain. Un petit peu. Exactement. Et après, il y a le rôle du gardien dans l'utilisation du ballon, comme tu as pu le dire, sur un rôle offensif et sur un rôle défensif. C'est-à-dire que mon gardien, est-ce qu'il va être capable de faire une prise à deux avec mon défenseur sur une situation côté? C'est ça qui m'intéresse. Et mon gardien, est-ce qu'il va être capable d'anéantir une situation de centre quand il joue contre un 3-5-2 avec les milieux ou les latéraux qui montent et qui centrent? C'est ça qui m'intéresse. C'est cette philosophie-là, c'est entre guillemets cette bibliothèque qu'on va pouvoir lui donner au niveau cognitif. Et au moment de l'action où elle se déroule, quelles sont les informations qu'il va prendre et quelles sont les comment dirais-je, les réponses qu'il va donner. Donc c'est une sorte de bibliothèque, une sorte de comment dirais-je, de banque de données qui va lui permettre de tout simplement de répondre favorablement à la situation. Et donc toutes ces situations-là se travaillent en entraînement pour moi. Parce que ça donne des repères cognitifs. Et les repères et en plus, alors si on peut en rajouter un petit peu aussi le fait que, par exemple, alors, on prend l'exemple du 3-5-2 ou du 4-4-2, le schéma préférentiel va changer à chaque fois, parce que par exemple, dans un 4-4-2, on a plus tendance à relancer sur les côtés avec les latéraux. Ouais. Par contre, quand c'est 3-5-2, on va plus privilégier les trois défenseurs et prendre des passes soi-disant plus risquées et privilégier les appuis, pourquoi pas faire monter le gardien, pourquoi pas, voire relancer un peu plus long aussi. Mais exactement, après c'est le choix du gardien. Après, c'est-à-dire que dans un système où Guardiola utilise son gardien au pied, il faut être capable de pouvoir sortir le ballon proprement avec une aisance technique et surtout la faculté qu'a Ederson de pouvoir sur deux appuis mettre un ballon dans la surface adverse à 80 mètres. Ouais, Qui est pour moi le seul gardien au monde à pouvoir faire ça. Parce que quand tu regardes Claudio Bravo, qui était techniquement très doué, mais il n'avait pas cette possibilité de profondeur comme peut l'avoir sur une contre-attaque Ederson. c'est vrai. C'est Donc vrai, voilà. c'était un petit peu ses limites et c'est aussi pour ça il était choisi au début quand il a quitté le Barça parce que c'était quand même un joueur qui a un jeu au pied intéressant et c'est aussi pour ça qu'il avait été choisi particulièrement. Mais après, je peux faire une comparaison, tu vois, avec à Momo par rapport à la Coupe du Monde et par rapport à Raïs, l'équipe nationale d'Algérie. Nous, on avait une stratégie, c'est de défendre et de jouer en contre-attaque. Donc ça veut dire que moi, mon gardien, il va être très bon sur la ligne. C'est-à-dire que Raïs Mboli, la stratégie était très claire, c'est que moi, je devais rendre Raïs très bon sur sa ligne. Et donc, à partir du moment où on jouait un peu plus haut, on avait une stratégie aussi, et ça s'est comment dirais-je, identifié contre l'Allemagne, c'est qu'à un moment donné, si on était dépassé sur comment dirais-je, sur la première élimination de nos attaquants de notre premier rideau, lui, il devait gérer tout ce qui était en profondeur. Donc il y avait des stratégies qui étaient élaborées par rapport au système adverse ou par rapport à un choix qu'on avait fait défensivement, tactiquement, par rapport au match de poule, tout simplement. Les matchs de poule, on avait décidé d'être derrière, de défendre, et à chaque opportunité d'aller très vite. Donc on avait la chance d'avoir des joueurs qui étaient très rapides comme Slimani, comme Soudani. Et puis le rôle de Raïs, c'était de défendre ses buts. Donc on lui demandait pas de. Tu l'as fait merveilleusement bien. Hein. Ouais, c'est surtout lui qui l'a fait merveilleusement bien parce que. Tu y es pour quelque chose. Ouais, non, mais après c'est comme j'ai dit, après nous,
on travaille en collaboration. Aujourd'hui, c'est des choses qui, enfin, pour moi, qui m'animent et puis qui me passionnent tout simplement. C'est tellement exceptionnel d'établir des stratégies et puis de voir son gardien les réaliser, et surtout avec ses propres armes et surtout son intelligence. Et après, les satisfactions, ils sont exceptionnels parce que Ouais. c'est une compétition exceptionnelle. Et après, c'est une satisfaction surtout collective et qui Exactement. rend heureux tout un pays avec la sélection algérienne qui avait fait une très belle Coupe du Monde à ce moment-là. Mais c'est pour ça, ouais, mais c'est pour ça qu'il faut valoriser le poste d'entraîneur des gardiens. Il faut valoriser aussi, comment dirais-je, toute cette approche que moi je fais, que mes collègues font aussi. Donc c'est pour ça que on n'est pas des distributeurs de ballons, tout simplement. Il y a vraiment, une recherche. Après, moi, ce que je veux, c'est mettre des mots sur ce que je ressens. C'est-à-dire que moi, je veux comprendre pourquoi ça marche et je veux comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des gens, des scientifiques qui sont là pour vous expliquer comment marche le cerveau, comment marchent les émotions. Cette situation-là, par rapport à un match, elle correspond à ça au niveau de l'anatomie. Voilà, et plus on apprend, moins on sait. C'est ça qui est terrible. Donc plus on apprend, plus on cherche et moins on sait. Voilà, c'est terrible. Enfin, moins on se rend compte qu'on sait des choses. Ouais, exactement, parce que c'est tellement complexe. C'est Mm. tellement complexe que tout le monde, comment dirais-je, ne fonctionne pas de la même façon. Et heureusement d'ailleurs. Absolument. Et c'est tout ça, c'est peut-être cette complexité qui est plutôt sympa à apprendre. Donc, merci à toi, Michael. J'avais une toute petite dernière question pour faire court. Alors là, tu as entraîné des gardiens tous différents les uns des autres, pas forcément par rapport à leur niveau et leur qualité, mais par rapport à la culture, la façon de les aborder dans différents clubs, que ce soit en sélection ou club aussi. Est-ce qu'il y a un gardien d'un niveau assez conséquent que tu as vu, que tu aurais adoré entraîner? Ça, c'est une bonne question. Ouais, enfin, de tête comme ça, non, j'ai pas. Enfin, après, notre ambition, c'est d'aller le plus haut possible, quoi, tout simplement. Mm. Après, si je mérite d'aller entraîner ailleurs, eh ben, j'irai. Si je ne mérite pas, eh ben, j'irai pas. Je prends pas ça comme ça. Moi, j'essaye, je dis bien, j'essaye de progresser. J'essaye comme mes collègues, entraîneurs des gardiens de France, on essaye de tous de progresser. Et puis après, c'est le travail, c'est aussi les résultats qui feront qu'à un moment donné, ben, j'entraînerai les gardiens. Pas de problème avec ça, moi. Le seul problème que j'ai, c'est de les rendre meilleurs. Alors, peu importe avec qui je vais travailler, moi, ce que j'aime, c'est la relation qu'on a, c'est cette sincérité qu'on a, c'est ce respect qu'on a. Moi, à partir du moment où on me demande de venir m'entraîner, moi, je viens du milieu amateur, donc j'ai aucun problème avec ça. C'est-à-dire que moi, je prends autant de plaisir à entraîner quelqu'un qui joue dans le milieu amateur que quelqu'un qui est au très très haut niveau. Moi, je vous dis, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, la Coupe du Monde, je l'ai vécu chez moi. Quand j'ai ouvert la télé, puis je me suis aperçu, oui, que j'y étais. Parce que j'étais tellement pris dans mon travail que j'avais complètement obstrué toute cette partie. Alors, cette partie émotion, tu l'as parce que quand tu entends l'hymne national, quand tu entends tout ça, quand tu vois la ferveur du peuple, quand tu joues pour une sélection, quand tu sais que ça représente quelque chose. Mais quand tu es dans ton travail, tu es vraiment concentré à ce que tu as à faire, tu as tellement de choses à faire que tu dois être efficace, rapide, tu dois trouver des solutions. La Coupe du Monde, c'est très rapide, c'est une grosse préparation, ça joue à des détails près. C'est ce que je leur dis à chaque fois, c'est que plus tu montes, plus les détails sont infimes. Moi, je suis très content d'être au PFC, je suis très content d'entraîner tous mes gardiens. Et la vie décidera de où je dois aller, tout simplement. Voilà, j'ai encore beaucoup à apprendre. Tous les jours, je me lève et puis j'apprends et puis j'adore ça. Et puis, je suis vraiment amoureux de mon métier et j'espère le faire partager à tous ceux qui sont autour de moi. Et puis ne pas donner de leçons surtout et de rester voilà, dans l'humilité parce que c'est tellement difficile. Et je sais que comme Vincent, comme Raïs, comme les différents gardiens que j'ai pu entraîner, nous aussi, entraîneurs des gardiens, des fois on se retrouve dans des situations où
on n'est pas bon, hein, il faut le dire. Et puis il y a des saisons qui vont moins bien que des autres. Et puis on a la même entre guillemets émotion que peut avoir un gardien de but quand il est pas bon, tout simplement. Donc je pense que c'est similaire. Et puis moi voilà, je suis très heureux de faire mon métier. J'ai une chance extraordinaire de pouvoir le faire tous les jours. Voilà, c'est pour ça que je suis vraiment conscient de ce que j'ai, quoi, tout simplement. C'est parfait. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut te souhaiter, d'être heureux dans le métier que tu fais et pourquoi pas que ça se traduise, pourquoi pas par une montée du PFC avec Vincent, justement. Pourquoi pas. Merci à toi, Mickaël. Merci à vous, en tout cas, de m'avoir donné la parole et puis de m'avoir permis de pouvoir m'exprimer avec Vincent. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vous êtes les bienvenus sur cette émission. Donc merci à toi, merci à l'ensemble des chroniqueurs et de notre consultant aussi Benoît Tissier et à Vincent de Marconnet. Donc on va enchaîner avec la suite de l'émission et la chronique